Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'aide au montage de la blouse Myrtille. Donc Myrtille, c'est un modèle de blouse loose avec un drapé croisé sur le devant, un petit col monté à même arrondi et vous avez la possibilité de la coudre avec différentes options. Donc soit des manches longues, des manches courtes, pardon, des manches longues avec bracelet élastiqué, ou des manches longues avec poignée. Vous avez aussi la possibilité de choisir entre un dos droit et un dos, un dos liquette, c'est-à-dire un petit peu plus long que le devant. Donc la particularité de Myrtille, c'est que son petit col et ses parmentures font partie intégrante des pièces du buste devant. Donc c'est un modèle où vous allez devoir prendre votre temps, être minutieux au moment du montage du col et au moment de l'assemblage des bustes devant entre eux. Mais vous allez voir, je vous explique tout ça en détail dans la vidéo. Et si vous prenez votre temps, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Alors, outre ce montage un petit peu particulier, pour la couture de Myrtille, on va utiliser les techniques de la couture anglaise qui est utilisée pour fermer les côtés et les manches, la technique de la pose de fronce. Il y a aussi la technique de la création d'une fente indéchirable et la pose du bracelet de manche. Donc pour toutes ces raisons, je vous conseille de bien lire toutes les explications qui sont présentes dans le guide de montage avant de vous lancer dans la couture pour bien comprendre le montage de Myrtille. Et vous pouvez éventuellement visionner le tutoriel en intégralité pour bien assimiler, bien comprendre les étapes du montage de cette blouse. En ce qui concerne les fournitures et notamment le choix du tissu, donc j'en parle dans le guide de montage, mais je voudrais refaire un petit point dessus. Donc je vous conseille de partir sur un tissu chaîne et trame de poids moyen qui soit fluide et avec un joli tombé pour mettre en avant, en valeur le drapé. Donc moi je vous conseille de partir sur une viscose, des sergés de viscose, des crêpes de viscose ou des crêpes de polyester. Donc là celui-ci c'est un crêpe de polyester. Il a l'avantage de moins froisser que la viscose ou que du coton. Les tissus un peu plus légers comme la soie ou les cotons-soie peuvent fonctionner. Il faut juste que vous sachiez que plus votre tissu sera léger, moins le drapé sera marqué. Donc ça, c'est un choix, c'est un parti pris que vous allez faire en fonction du résultat que vous voulez obtenir et puis peut-être aussi en fonction de votre capacité à maîtriser les tissus. Il y en a qui aiment moins coudre les viscoses que les cotons. Donc ça, c'est à vous de voir, mais sachez que le rendu sera différent. Un type de tissu, par contre, que je vous déconseille fortement, c'est le crépon de viscose et les doubles gazes, parce que c'est des tissus qui auront tendance à se déformer. Je pense que vous avez déjà vu que les crépons ou les doubles gaz, quand vous les lavez, ils ont tendance à se rétracter, à se froisser. Et quand vous les repassez, ils ont tendance à s'étirer. Ce qui fait qu'au moment du montage du col qui nécessite de la précision, ça risque de vous poser des problèmes. Donc je vous déconseille les crépons et je vous déconseille la double gaz. Autre chose, en ce qui concerne les fournitures, il va vous falloir de l'entoilage. Donc l'entoilage, il en existe différentes sortes. Il y a un tableau qui concerne la marque Vliesline. Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, j'ai toujours un peu de mal à le dire. En tout cas, ce tableau récapitule tous les types d'entoilage de cette marque. Je vous mets le lien dans la description.
Et comme ça, vous pourrez choisir l'entoilage qui est adapté à votre type de tissu. Une dernière chose en ce qui concerne le tissu, et là, ça concerne la coupe du tissu. Donc compte tenu de la forme des pièces et vu que le modèle est asymétrique, je vous propose de ne pas dosser le tissu, c'est-à-dire de ne pas le plier au moment de la coupe. Donc il faut faire attention à ce moment-là, c'est de bien disposer vos pièces de manche en miroir pour qu'elles soient bien symétriques. Et le buste dos, il peut être coupé après l'avoir tracé en miroir. Donc vous tracez un axe de symétrie et vous découpez votre dos en miroir de part et d'autre de cet axe de symétrie. Après, l'autre solution, c'est vous pouvez couper en 2 fois, c'est-à-dire vous commencez par couper les bustes et une fois que vous avez coupé les bustes, vous pliez votre tissu en 2 pour couper le buste et couper les manches en endossant le tissu. Autre petite remarque au moment de la coupe du tissu, c'est que normalement, par convention, on coupe le tissu sur l'envers. Sauf que là, moi j'ai pris le parti d'orienter les pièces devant afin que vous coupiez ces pièces-là au moins sur l'endroit. Donc ça, c'est pour vous permettre de vous faciliter la tâche si votre tissu a un motif ou si vous devez respecter le sens. Donc faites bien attention à ça parce que la notion de buste devant droit, buste devant gauche, c'est si vous avez coupé ces pièces-là sur l'endroit du tissu. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des petites remarques préalables. Donc place à la couture maintenant. La première chose à faire, une fois que vous avez découpé vos pièces, ça va être d'entoiler. Donc on entoile les devants au niveau du col, donc ça c'est quelles que soient les versions. Et si vous avez choisi la version manche longue avec poignée, on entoile les poignets. À noter que selon la tenue de votre tissu, s'il est suffisamment épais, vous pouvez n'entoiler que la moitié de votre poignet. Sachant que donc qu'il sera plié de cette manière, on ne peut mettre que du thermocollant, que sur une moitié. Autre petite remarque au niveau de la pose de l'entoilage, surtout quand vous entoilez, donc déjà on pose le thermocollant sur l'envers du tissu et au moment de la pose de l'entoilage, on presse bien, on ne repasse pas au risque de déformer les pièces. En ce qui concerne le surfilage, on surfile uniquement les épaules, donc les épaules des bustes devant, les épaules du buste dos, ainsi que le bas des bustes devant, donc buste devant droit et buste devant gauche. Tous les autres bords seront soit ourlés, soit assemblés avec une couture anglaise, mis à part l'emmanchure qui, elle, sera surjetée pour la version avec des manches montées. Ça sera surjeté une fois qu'on aura monté les manches. En ce qui concerne la finition des fils de surjet, alors il y a des fils de surjet qu'on peut laisser, tous les fils de surjet qui donnent sur l'emmanchure ou sur les coutures côté là, du buste, on les laisse, ils seront pris dans les futures coutures. Par contre, il va falloir finir correctement au niveau du col. Donc moi je vous conseille de ne pas couper les fils de surjet, sinon vous prenez le risque que votre surjet se défasse, mais plutôt de rentrer la chaînette. On utilise une grosse aiguille, vous voyez, pour faire rentrer le fil de surjet dans la couture. Donc là je rentre d'abord l'aiguille parce que la longueur de mon fil est plus courte que celle de mon aiguille. Hop, je fais rentrer dans l'aiguille et là vous voyez on glisse la chaînette dans la couture de surjet.
Donc c'est pas toujours très évident, mais voilà. On tire et on va découper, vous voyez, le surplus. Et là, on peut couper parce qu'on n'est pas au ras de la couture. Donc là, votre surjet est consolidé, il ne se défera pas. Donc on fait ça pour les coutures d'épaule devant au niveau du col. Et on fait la même chose pour le surjet d'épaule pour la pièce dos. Et là aussi, au niveau du col, on rentre ces deux surjets. On va assembler les devants par le col. Donc je prends mes deux pièces devant, je les positionne endroit contre endroit et je vais venir faire correspondre les milieux du col bord à bord. J'épingle et je vais venir réaliser une couture à 1 cm du bord avec un point d'arrêt en début et en fin de couture. Une fois que j'ai fait ça, je vais ouvrir ma couture et écraser au fer à repasser. Voilà mes devants qui sont assemblés par le milieu du col. Donc petite précision à ce stade-là. Normalement, vos devants présentent un cran chacun qui sont des crans de 1 cm. C'est l'équivalent de la valeur de marge de couture. Ces crans, c'est la limite entre le col et le décolleté. Cette partie-là du col, c'est la partie du col qui va se retrouver à l'intérieur de la blouse. Quand on va le plier comme ça, là, ici, vous aurez le dos et ici, vous aurez l'intérieur de la blouse. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer ce col. Donc, entre ces crans, on va réaliser un repli de 8 mm. Donc on va essayer d'être précis. Pour le montage du col, tout va être question de précision. C'est la partie la plus technique, le montage du col et des épaules. Donc là, on fait bien un repli de 8 mm qu'on va marquer au fer à repasser. On va maintenant assembler le dos au devant par le col et par les épaules. On va le faire en 2 étapes. La première étape, c'est l'assemblage par le col, et la seconde étape, ça sera par les épaules. Donc ces 2 étapes-là sont assez techniques et délicates. Elles nécessitent de la précision, mais vous allez voir que si vous prenez votre temps et que vous faites attention d'être bien précis, ce n'est pas très compliqué. Donc la chose importante que vous devez avoir fait au préalable pour réussir cette étape, et ça doit être fait au moment de la découpe du tissu, c'est d'avoir repéré donc les points A pour le devant, les points B pour le dos. Et ces points en fait correspondent, vous voyez comme je l'ai dessiné là sur mes pièces, c'est le point d'intersection en fait entre la ligne de couture de l'épaule et la ligne de couture du col. Une fois qu'on est sûr qu'on a bien repéré ces points A et B, donc là vous voyez moi je les ai repérés à l'aide d'un fil de bâti. Là j'ai bien fait un nœud pour éviter qu'il ne s'en aille. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos pièces, donc les 2 bustes devant, endroit contre endroit du dos. Et on va assembler le dos au col en faisant correspondre les points A du devant avec le point B du dos et les milieux. Donc là, j'ai assemblé le devant au dos par le col. Alors, je me suis servi du fil de bâti. Vous voyez que j'ai fait traverser des 2 côtés. Pour être sûr que mon point B qui est sur le dos et le point A qui est sur le devant correspondent bien. Et donc une fois que j'ai fait ça pour les 2 côtés, on va piquer au point droit en partant du point A, enfin du point AB puisque le B est de l'autre côté. On va piquer à 1 cm du bord et on va s'arrêter exactement à l'autre point A. On commence et on termine la couture par un point d'arrêt. Une fois que j'ai réalisé ma couture d'assemblage du devant au dos au niveau du col, on va cranter
de chaque côté, là, l'angle qui est formé par l'épaule et le col. Et on ne crante que la pièce devant. Donc vous voyez là, je l'ai déjà fait. Donc on ne coupe pas, on fait bien attention de ne pas couper le tissu de la pièce dos. Et on fait aussi attention de ne pas couper la couture. Dernière chose à faire avant de passer à la suite, on rabat la marge de couture vers le col, on écrase au fer et on la crante. Alors l'assemblage dos et devant par les épaules, c'est la deuxième étape où il va vraiment falloir être méticuleux et précis. Et vous allez voir que le reste du montage de la blouse, ça va vous sembler être une formalité après ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir l'angle col-épaule, celui qu'on vient de cranter. Et on va venir placer bord à bord les épaules devant et dos. Et on vient épingler. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, hein. Et là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va piquer à 1 cm du bord de l'épaule en partant précisément du point AB. Vous voyez, ça correspond finalement au début ou à la fin, enfin on va dire à l'extrémité de la couture d'assemblage du col. Donc c'est vraiment ce moment où il faut être précis. Il va vraiment bien falloir partir de l'angle là qu'on a cranté qui correspond à l'extrémité de la couture d'assemblage du col. Et on fait ça pour les deux côtés. Une fois qu'on a réalisé les coutures d'épaule, on rabat les marges de couture vers le devant, on les écrase au fer. Et voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc vous voyez, je suis bien repartie de l'extrémité de la couture précédente. Et voilà ce que ça donne sur l'endroit. On va maintenant réaliser un ourlet rouloté ou ourlet mouchoir entre le cran et le bas du devant, donc sur le décolleté devant, pour chacun des côtés. J'ai fait cet ourlet mouchoir à l'aide du pied ourleur car c'est la méthode la plus rapide. Si vous n'en avez pas, vous pouvez réaliser cet ourlet avec la méthode classique. Et au besoin, vous pouvez visionner le tutoriel vidéo dans lequel j'explique les différentes techniques pour coudre un ourlet mouchoir. Donc voilà, j'ai réalisé mes ourlets roulotés. Donc les ourlets roulotés, ce sont des ourlets très étroits, on les appelle aussi des ourlets mouchoirs qui sont bien adaptés là au décolleté et au drapé de myrtille. Donc on va maintenant finir d'assembler le col. Donc votre col, vous avez replié le rebord. On va le plier en deux. On va le replier vers l'intérieur de la blouse, donc vers l'envers du dos. Et on va le positionner par-dessus la couture d'assemblage précédente. Il doit y avoir à peu près 2 mm de recouvrement. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous épinglez, voilà. Soit vous épinglez, soit vous bâtissez, donc avec du fil de bâti. Ça dépend la solution avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et une fois que vous avez épinglé ou bâti, là aussi vous avez encore deux solutions. Soit vous réalisez une couture invisible à la main, ou alors vous réalisez une couture à la machine. Donc là, c'est là que la précision de l'épinglage ou du bâti prend tout son sens et que le recouvrement de 2 mm prend tout son sens aussi, puisque là, on va réaliser sur l'endroit du buste, on réalise une ligne de couture dans le sillon de la couture d'assemblage col-dos qu'on a fait précédemment pour qu'elle soit invisible sur l'endroit. Donc voilà, j'ai assemblé mon col,
Donc j'avais décidé de le bâtir et j'ai réalisé la piqûre à la machine à coudre. Donc j'ai piqué dans le sillon. Voilà ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers. Donc j'ai mis un coup de fer à repasser au niveau du col pour bien le former. J'ai aussi mis un coup de fer à repasser sur les ourlets des bustes devant. Et là maintenant, on va préparer les deux bustes devant avant de les assembler. Donc la première chose à faire, c'est sur le buste devant droit, on va poser deux lignes de fil de fronce sur le petit côté. Alors attention parce que ces lignes de fil de fronce ne sont pas posées dans la marge de couture. Donc une des particularités de cette blouse, c'est que les parmentures sont inclus dans la pièce devant. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, pour chacun des devants, on replie la parmenture sur le buste, envers contre envers. Et j'épingle. Donc ça, c'est le devant gauche. Et pour le devant droit, on va faire la même chose, sauf que vous voyez, la longueur de la parmenture ne correspond pas à la longueur du devant. Et c'est pour ça qu'on a posé les fils de fronce, parce que là, on va tirer sur les fils de fronce pour faire correspondre la longueur du devant à la longueur de la parmenture. Alors, petite technique, pour éviter que les fils de fronce ne bougent, moi je mets une épingle là à l'extrémité et hop, je fais des petits 8, comme ça le fil de fronce est bloqué. Donc je repositionne ma parmenture sous mon devant, là, je fais correspondre les extrémités. Voilà, la longueur, je vais tirer un peu pour faire correspondre les longueurs. Voilà, et une fois que les longueurs correspondent, je répartis joliment les fronces. Voilà. Et j'épingle. Une fois que j'ai fait ça, je vais réaliser une couture de maintien dans la marge de couture. Donc là, pour être sûr, on se met à peu près à 5 mm du bord. Donc voilà, j'ai assemblé, j'ai fixé ensemble mes parmentures au devant. Donc là, c'est pour le côté droit. J'ai laissé les fils de fronce. J'ai pour habitude de toujours les enlever au dernier moment, on ne sait jamais. Voilà pour le côté gauche. Et maintenant, on va assembler les deux bustes devant par le bas. L'étape de l'assemblage des devants par le bas est une étape qui n'est pas évidente pour tout le monde non plus. Elle nécessite d'être concentrée, mais si vous arrivez à visualiser comment doit être placée la couture au final, vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, je positionne mon buste. Je l'ouvre avec l'endroit vers moi. Le dos est à ma gauche, les devants sont à ma droite. Je positionne les devants tels qu'ils le seront quand j'aurai la blouse portée sur moi. Donc j'ai le devant gauche qui est dessous, endroit vers moi. Le devant droit qui est dessus, endroit vers moi. Et donc on a l'envers du devant droit qui se retrouve contre l'endroit du devant gauche. Alors, je vous disais que pour réussir cette étape-là, vous aurez besoin de visualiser comment va se placer notre assemblage, où va se retrouver notre couture et nos marges de couture. Donc, en fait, là, vous avez votre blouse portée et nos marges de couture vont se retrouver à l'intérieur entre les deux
buste devant. Les marges de couture sont prises en sandwich entre les deux bustes devant. Donc là, ce qu'on va faire, on va replier les bas du buste pour qu'ils se retrouvent dans cette position. Donc là, j'ai mon devant gauche dessous que je vais replier hop, vers moi. Là, j'ai le devant droit. Et là, je vais replier le bas du buste hop, vers le buste gauche, vers l'intérieur. Et là, je vais attraper les extrémités. Donc là, je vais les tenir l'une à l'autre. Si besoin, vous pouvez épingler. Voilà, en épinglant, vous êtes sûr que ça ne bougera pas. Alors, on fait attention de bien positionner la parmenture. Voilà, j'épingle de ce côté. Je fais la même chose de l'autre. Donc là, je positionne bien ma parmenture. Voilà, les deux bas bustes sont repliés hop l'un sur l'autre. Là aussi, j'épingle. Donc là, j'attrape les extrémités et là maintenant, hop, je vais retourner. Donc j'ai mon bras qui se retrouve au milieu, je le ressors, je réattrape mes extrémités et je repositionne mon buste. Donc voilà. Donc en vous positionnant comme ça, vous vous retrouvez avec le col qui est vrillé là d'un côté. Donc c'est normal. Ensuite, je repositionne mes bas de buste correctement, j'épingle au besoin et là, je vais réaliser une couture d'assemblage. On pique à 1 cm du bord, d'une extrémité à l'autre au point droit, en commençant et en terminant par un point d'arrêt. Donc voilà, j'ai réalisé ma couture d'assemblage des bustes devant. J'ai rabattu la marge de couture vers le côté gauche, donc celui qui va se retrouver derrière une fois que la blouse sera portée. Et là, on peut réaliser une sous-piqûre, c'est-à-dire qu'on crée une couture qui va maintenir la marge de couture contre le côté gauche. Donc, elle sera à l'intérieur de la blouse, elle ne sera pas visible une fois la blouse portée. À ce stade, on a donc réalisé la couture d'assemblage des deux devants. J'ai réalisé la sous-piqûre qui permet de maintenir la marge de couture sur mon devant gauche. Et donc là maintenant, on va retourner notre ouvrage. Donc là, on a un peu l'impression que c'est tout emmêlé. Mais hop, juste en remettant les bustes sur l'endroit. Donc je fais passer le buste dans le col si besoin. Je positionne les parmentures et là, alors je ne sais pas si vous voyez, mais on commence déjà à deviner le devant de la blouse. Voilà. Donc là maintenant, la prochaine étape, c'est on va finir de fixer les bustes devant entre eux. Donc je vais assembler, positionner les côtés. Je plie bien au niveau de la couture d'assemblage, voilà. Hop, et j'épingle. Voilà, je fais pareil pour l'autre côté. Donc je rabats ma parmenture. Bon là, il y a le fil de chaînette, hop, qu'on peut couper parce qu'il nous embête, il sert à rien. Voilà, là je mets bord à bord les côtés et pareil. J'épingle, je les fixe. Donc pareil, j'ai bien plié au niveau de la couture. Voilà. Et on passe donc à la suite. Donc voilà, j'ai écrasé la marge de couture. Et j'ai aussi réalisé une piqûre de maintien dans la marge de couture pour maintenir par les côtés le devant droit et le devant gauche. Donc maintenant, on va assembler le dos au devant par les côtés.
Alors, on va assembler les côtés du buste par la technique de la couture anglaise. Donc, petite précision, à partir de maintenant, vu qu'on a assemblé les deux pièces de buste devant et qu'elles ne forment donc plus qu'une pièce, quand je vais parler de la pièce devant, c'est l'ensemble buste droit, buste gauche assemblé. Donc là, on positionne la pièce dos et la pièce devant l'une sur l'autre, envers contre envers. On va faire correspondre les côtés. Alors, petite précision à ce stade, c'est que vous voyez, le devant, on l'a fini. Il est assemblé. Par contre, le dos n'est pas terminé. Donc, c'est normal que la longueur des côtés ne corresponde pas, puisqu'en fait, vous avez 2 cm là de marge qui correspondent à la marge de couture, à l'ourlet qu'on va réaliser au dos par la suite. En ce qui concerne la version avec le dos liquette, vous avez donc sur le patron, vous avez un cran à cet endroit-là qui correspond à la limite entre le côté et le bas du dos. Donc c'est un cran qui fait la longueur de la valeur de la marge de couture, donc en l'occurrence 1,5 cm. Ce cran, on le retrouve donc ici sur notre dos. Et en fait, on vient positionner les côtés devant, le long du côté dos jusqu'au cran. Donc le côté devant doit se retrouver entre l'entournure et le cran. Et on réalise la couture anglaise sur ce côté-là, entre l'entournure et le cran. Donc le principe de la couture anglaise, c'est que je positionne mes deux pièces endroit contre endroit, bord à bord. Donc je fais bien correspondre au niveau des aisselles. Là, je fais arriver hop, à 2 cm du bord. J'épingle. Et je vais réaliser une première couture au point droit à 5 mm du bord. Une fois que j'ai réalisé cette couture, je la dégarnis, c'est-à-dire que je recoupe le tissu pour qu'il ne reste que 3 mm de marge de couture et ça permettra en plus d'enlever tous ces petits fils qui dépassent. Et je fais ça des deux côtés. Voilà, les coutures anglaises sont réalisées de chaque côté. Voilà ce que ça donne. J'ai repassé et rabattu le rempli de couture vers le dos pour les deux côtés. Donc là maintenant, vous voyez, il reste le fil de fronce. Maintenant que tout est bien assemblé, je vais pouvoir le retirer. On n'en a plus besoin. Et il nous reste aussi à ourler le bas du dos. Pour ourler le dos, donc j'ai retourné mon buste sur l'envers, ce sera plus facile. Donc vous voyez, je l'ai déjà préformé, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc la marge de couture précédente est bien rabattue vers le dos, ce qui nous permet de rabattre, vous voyez, le côté du dos à l'intérieur de ce qui va être l'ourlet. Ensuite, je fais un premier repli d'1 cm, donc là c'est facile puisqu'il nous restait 2 cm, on plie en deux. Et je fais un second repli qui va englober, vous voyez, la couture anglaise qu'on a fait précédemment. Donc là, je vais épingler. Je vais me poser sur le tapis. Ce sera plus facile d'être précise. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, pareil. Hop, je plie sur 1 cm. J'englobe la couture anglaise. J'épingle, voilà, et je préforme mon ourlet au fer à repasser. Une fois que j'ai fait ça, je le fixe à la machine à coudre au point droit. Je pars d'un côté, je vais jusqu'à l'autre. L'ourlet est réalisé. Voilà ce que ça donne sur l'intérieur. En ce qui concerne l'ourlet du dos version liquette, il s'agit d'un ourlet courbe. Étant donné qu'il est prévu 1,5 cm de marge de couture, quand on va replier le tissu pour former l'ourlet,
celui-ci sera plus ample vers le bord supérieur. Donc en fait, il va falloir réduire cette ampleur avant de piquer l'ourlet. Un petit peu comme on le fait pour un ourlet mouchoir. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de réaliser une couture au point droit à 1 cm du bord en partant d'un cran à l'autre. Quel est l'intérêt d'avoir réalisé cette ligne de couture? En fait, on va s'en servir pour réaliser un repli vers l'envers du tissu. Donc on s'aide de cette couture pour réaliser le repli et ça va avoir beaucoup d'utilité pour avoir un joli arrondi. Et on écrase le repli au fer à repasser. Une fois le repli réalisé, on va piquer au point droit à 5 mm du bord. Une fois cette couture réalisée, on va couper le surplus de couture au plus près de la couture sans couper les points de ce qu'on vient de réaliser. Maintenant qu'on a dégarni, on va réaliser un rempli, donc c'est-à-dire un second pli de 5 mm. Et on va marquer ce rempli au fer à repasser. Une fois qu'on a fait ça, on fixera cet ourlet à la machine à coudre au point droit d'une extrémité à l'autre. Voilà le résultat. Et on peut constater que l'ourlet qu'on vient de réaliser se retrouve dans le prolongement de la couture anglaise qui a été réalisée pour assembler les côtés du buste. Il nous reste maintenant à nous occuper des manches. Quelle que soit l'option de manche que vous avez choisie, il faut que vous posiez une ligne de fil de France sur les têtes de manche entre les crans de montage. Donc on a un cran pour le dos, 2 crans pour le devant. Il ne faudra pas vous tromper au moment du montage de la manche parce que les manches ne sont pas symétriques entre le dos et le devant. Ces lignes de fil de France, elles nous permettront au moment où on va assembler les manches au buste, elles nous permettront de résorber l'embut. Donc on rediscutera de cette histoire d'embut un petit peu plus tard. Si vous avez opté pour les manches longues avec poignée, il faut préparer la fente indéchirable. Donc la première chose, avant de commencer, c'est de vérifier que sur chacune de vos manches, vous avez bien reporté la ligne de fente. Dans cette vidéo, je vais aller assez vite sur les étapes de réalisation de la fente indéchirable. Si vous avez besoin de plus de précision, je vous renvoie à la vidéo tuto que j'ai fait à ce sujet et dont je vous mets le lien ici. Avant de fendre la fente, on va réaliser une piqûre de soutien de part et d'autre de la future fente. En fait, c'est une étape qui n'est pas forcément nécessaire, mais si le tissu est fin, fragile, qu'il a tendance à s'effilocher, la pointe de la fente risque de s'effilocher et de petits fils risquent de s'apercevoir sur l'endroit de la manche. Donc, en réalisant cette piqûre de soutien, on s'affranchit de tout ça. Donc l'idée, c'est que de chaque côté de la fente, on va faire une piqûre à 1 mm qu'on va faire se terminer en pointe au bas de la fente. Et si le tissu s'effiloche vraiment beaucoup, on va réaliser en plus une piqûre de renfort au niveau de la pointe. Donc là maintenant, je vais couper pour ouvrir la fente entre les coutures de renfort et sans couper la pointe de mon V. On va maintenant assembler le biais le long de la fente de manche. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc sur l'endroit de la manche, hop, sur l'envers. Et donc là maintenant, on va pouvoir couper l'excédent de biais qui était notre marge de sécurité et on va écraser cette couture au fer en rabattant la marge de couture vers le biais.
Donc là, je suis sur l'envers de la manche. J'ai rabattu la marge de couture vers le biais et j'ai également réalisé un repli de 5 mm sur toute la longueur du biais. Et repli que j'ai écrasé au fer à repasser. Je vais maintenant replier le biais sur lui-même pour qu'il englobe le bord de la fente. On va écraser au fer à repasser. Et on va fixer ce biais. Donc là, vous avez deux solutions, soit à l'aide d'un point invisible à la main, ou alors vous réalisez une piqûre au plus près du bord du biais à la machine à coudre. En fait, vous réalisez une surpiqûre au point droit. Une fois le biais fixé, donc là on est sur l'envers de la manche, on va plier la manche endroit contre endroit le long de la fente. On va écraser l'angle du biais là au fer à repasser et on va surpiquer cet angle en diagonale depuis la pointe de la fente jusqu'au bord du biais. Voilà l'angle de ma fente indéchirable qui est cousu. Maintenant que j'ai réalisé cette fente sur une manche, je fais la même chose sur l'autre avant de passer à l'assemblage du côté des manches. Une fois qu'on a fini de préparer les manches, on va assembler le côté des manches. On assemble les côtés des manches par une couture anglaise. Donc 2 manches pour vous montrer les 2 étapes. Première étape, je plie ma manche en deux, envers contre envers. Je fais bien correspondre les côtés, j'épingle et je réalise une première couture au point droit à 5 mm du bord. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, il va falloir dégarnir la couture, c'est-à-dire qu'on va couper le tissu pour qu'il ne reste que 3 mm de marge de couture et ça permettra d'enlever tous ces petits fils qui dépassent. Ensuite, je retourne ma manche. Les deux côtés sont maintenant endroit contre endroit et ils prennent en sandwich la marge de couture qu'on vient de faire. On repasse, on épingle si besoin et on réalise une seconde couture à 5 mm du bord et à chaque fois on débute et on termine nos coutures par nos points d'arrêt. Une fois la couture anglaise réalisée, donc j'ai écrasé au fer, je l'ai rabattu vers le dos de la manche. Et pour la version manche longue avec poignée, j'ai posé 2 lignes de fil de fronce sur le bas de la manche. On va maintenant assembler les manches au buste. C'est la même manière de procéder, quelle que soit la version de manche que vous avez choisie. Donc on va retourner le buste de telle sorte que l'envers soit vers l'extérieur. Les manches, elles, sont tournées en droit vers l'extérieur. On va maintenant insérer la manche dans le buste. On va faire correspondre les crans. Donc c'est là qu'il faut être attentif à bien faire correspondre. Donc 2 crans c'est devant, 1 cran c'est le dos. Donc vous voyez, là je suis pas du bon côté, c'est l'autre manche. Donc j'insère ma manche dans mon buste et je fais correspondre donc la couture d'aisselle. Hop là, j'épingle. Je fais correspondre le cran du dos. J'épingle, je fais correspondre l'écran du devant et je fais correspondre le cran de la tête de manche qui correspond à la couture d'épaule. Donc là on constate que la longueur de la tête de manche est plus longue que la longueur de l'entournure. C'est normal, c'est ce qu'on appelle l'embut. C'est ce qui permet à la manche d'avoir le volume nécessaire au niveau de l'épaule. Et donc c'est là que les fils de fronce vont avoir leur intérêt, puisqu'on va tirer sur les fils de fronce
pour faire correspondre les longueurs de la manche et de l'entournure. Donc là, j'essaie de trouver le fil de canette qui est parti là-bas dessous. Voilà. Donc on tire sur le fil de canette, c'est plus simple. Donc vous voyez, hop, on réduit la longueur de l'entournure, on fait correspondre, on essaie de répartir uniformément la longueur, les fronces, et on épingle. Alors attention parce que là c'est uniquement pour créer de l'embu, hein. On ne cherche pas à créer des fronces. Les manches de myrtille ne sont pas des manches froncées. Voilà, une fois que j'ai épinglé, que j'ai réparti la longueur, on va coudre. Donc au moment de la couture, on part de la couture d'aisselle et on positionne notre ouvrage, nos tissus, de telle sorte que la manche se retrouve au-dessus et le buste en dessous. Ce sera plus facile de cette manière de résorber l'embut de la manche sans créer de fronce. Donc là, je pique au point droit à 1 cm du bord et ensuite je surjette ou je surfile. Et je fais ça pour chacune des manches. Mes manches sont maintenant assemblées au buste, donc une couture d'assemblage et un surjet. Il reste maintenant à réaliser la finition des manches. Soit l'ourlet, soit l'élastique au bas de manche, soit la fixation du poignet, selon l'option que vous avez choisie. Alors une petite chose, avant de vous attaquer à la finition des manches, je vous conseille d'essayer votre blouse pour vérifier que la longueur que j'ai prévue pour la manche vous correspond à l'essayage. Parce qu'on n'a pas tous la même stature, on n'a pas tous la même longueur de bras à stature équivalente. Donc je vous conseille de faire un essayage en prenant en compte les valeurs de marge de couture selon l'option que vous avez choisie. Et si vous voyez que la longueur ne vous convient pas, c'est le moment ou jamais de le rectifier. Pour l'option manche courte, la finition de la manche, c'est un simple ourlet. Donc on réalise un premier repli vers l'envers de 1 cm, puis un second repli de 1 cm, donc toujours vers l'intérieur du tissu. On écrase ces replis au fer à repasser, vous pouvez épingler si besoin. Et on fixe cet ourlet à la machine à coudre au point droit. On part de la couture d'assemblage de la manche et on fait tout le tour. On débute et on termine par un point d'arrêt. Donc là, on va réaliser la finition de l'option manche longue avec poignet élastiqué. Donc on commence par réaliser la coulisse, c'est-à-dire le passage dans lequel va passer l'élastique. J'ai prévu une coulisse adaptée à un élastique de largeur 2 cm et demi. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va repérer la ligne de pliure de l'ourlet. Donc là, moi je l'ai fait au stylo craie, c'est très discret puisque ça s'est effacé au fur et à mesure des manipulations. Donc vous la tracez soit à l'aide du papier carbone, soit à l'aide de craie ou d'un stylo friction. Attention au stylo friction parce que selon les tissus, ça laisse des traces. Je vous conseille de faire un essai au préalable. Vous pouvez aussi construire cette ligne au point de bâti. Quoi qu'il en soit, il faut qu'elle se trouve à 4 cm du bord brut. Donc j'ai retourné mes manches, je les ai mises sur l'envers pour pouvoir réaliser un repli. On rabat le bord brut sur l'envers sur 1 cm et on repasse. Donc là, on a 1 cm. Puis, on replie une nouvelle fois en pliant sur la ligne de pliure de l'ourlet qu'on a repéré précédemment. Et on obtient un repli qui fait 3 cm. Là, on a préformé la coulisse dans laquelle va se glisser notre élastique. Donc là, maintenant, on va piquer
à la machine à coudre à 2 mm du bord replié pour maintenir le revers en place. Et on laisse simplement une ouverture de 3 ou 4 cm près du rentré de couture, là près de la couture de la manche, pour pouvoir y insérer l'élastique. Donc voilà, sur chacune des manches, j'ai réalisé la piqûre pour fixer la coulisse, tout en laissant l'espace qui va permettre de rentrer l'élastique. J'ai aussi réalisé une petite surpiqûre là au bas de la manche à 1-2 mm du bord pour que la finition soit nette et pour éviter que l'élastique ne s'enroule. Petite astuce pour réaliser des surpiqûres bien régulières. Moi je vous suggère d'utiliser le pied à ourlet invisible qui possède donc le petit guide là et que vous faites avancer hop le long du bord, comme ça vous piquez vraiment de manière régulière tout le long de la couture. Donc maintenant je prends mes élastiques. Donc j'ai donné des longueurs indicatives dans le livret de montage, mais vous pouvez l'adapter à votre convenance. Simplement, donc moi ce que j'ai prévu, c'est que par rapport au tour de poignet standard qu'on trouve dans les livrets de mensuration, j'ai rajouté 2 cm d'aisance et 2 cm de marge de couture. Voilà, donc si vous voulez calculer le vôtre par rapport à votre propre tour de poignet, je vous conseille de rajouter ces valeurs là. Donc moi j'utilise une épingle à nourrice pour rentrer l'élastique dans la coulisse. Je sais qu'il existe aussi des petits ustensiles comme ça pour insérer les élastiques. Donc là c'est un petit modèle hein, pour les élastiques fins. Il en existe des plus ou moins larges. Mais moi j'aime bien la bonne vieille technique de l'épingle à nourrice. Donc voilà, là je récupère l'extrémité de mon élastique. Au cours de cette étape, je vérifie que mon élastique n'a pas vrillé. Donc là, hop, là, je vais prendre une épingle, je vais fixer mon élastique, hop, je le relâche. Je vérifie donc qu'il n'a pas vrillé. Donc là, il faut surtout faire attention là au niveau des plis parce que c'est là qu'on le sent le moins. Bon, ça a l'air d'être bon. Donc ce que je vais faire maintenant, voilà, je vais fixer ensemble les extrémités de l'élastique en piquant en X. Comme ça, il sera bien, bien renforcé. Voilà, j'ai réalisé ma couture en X pour fixer les deux extrémités de l'élastique. Bon, je suis partie un petit peu de travers, mais bon, ça fera fonction. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre l'élastique entièrement dans la coulisse. Alors, on va vérifier une dernière fois qu'on l'a bien placé. Voilà, que l'élastique n'est pas vrillé. On le place correctement. Voilà, on répartit les fronces. Donc c'est bon, on est bien. Et il reste une dernière chose à faire, c'est de surpiquer l'ouverture là pour fermer la coulisse. Donc voilà, j'ai refermé ma coulisse. Je répartis bien les fronces uniformément autour du poignet. J'ai répété l'opération pour la seconde manche et c'était la dernière étape en fait pour cette version de myrtille avec les manches longues élastiquées. Elle est maintenant terminée. On va maintenant fixer le poignet sur la manche longue. Donc j'ai préparé mes poignets. Ils sont entoilés. Moi, j'ai fait le choix d'entoiler la totalité du poignet, mais je vous rappelle que vous ne pouvez mettre du thermocollant que sur la partie supérieure du poignet, donc celle qui va se retrouver sur le dessus une fois montée.
J'ai reporté les repères, donc les repères de boutonnière, l'emplacement du bouton. J'ai fait le choix de faire ce repérage sur l'endroit et sur l'envers du poignet. Vous pouvez ne le repérer que d'un côté comme c'est présenté sur le patron. Petite remarque, le report des repères, je les ai fait à la craie et pas au stylo friction parce que c'est une pièce qu'on va être amené à repasser et au stylo friction, vos repères risquent de s'effacer. On commence par préformer les poignets. Alors pour ne pas vous tromper, je vous conseille de préparer les deux poignets simultanément et de manière symétrique. Donc la première chose à faire, c'est on le plie en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la longueur et on marque ce pli au fer à repasser. Ensuite, sur une des longueurs, ce sera la longueur qui sera à l'intérieur de la manche, donc la partie inférieure du poignet. On marque au fer un repli de 7 mm vers l'envers. Donc vous voyez, je les ai réalisés de manière symétrique. Et la dernière chose à faire, c'est sur chaque largeur du poignet, on marque au fer un repli de 1 cm sur l'envers. Donc au final, on se retrouve avec nos poignets qui sont formés et qui ressemblent à ça. Avant de fixer le poignet à la manche, on va orienter l'ouverture de la fente vers la couture de la manche. Donc vous voyez, la couture de la manche est là. Je prends le biais qui est du côté de l'avant de la manche. Je le rabats sur l'envers et j'épingle. Je fais pareil pour l'autre. Ma couture de manche est ici. Donc c'est pas le biais qui est du côté de la couture de manche, c'est le biais qui est du côté de l'avant. Donc là j'ai un fil de fronce qui m'embête, je l'enlève. Si vous êtes allé un peu trop près du bord avec les fils de fronce, il vaut mieux les enlever. Il ne faut pas que vous ayez de fils de fronce trop près du bord. Donc on avait fait des replis sur les largeurs des poignets. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir ces replis latéraux et on va repérer l'emplacement de ce pli, là avec le stylo friction. En fait, ce repère-là, c'est l'emplacement de la couture d'assemblage des côtés du poignet qu'on réalisera ultérieurement. Voilà. Je repère aussi le milieu du bracelet de manche. Je prends ma manche qui est positionnée endroit vers moi. Et là maintenant, on va placer le bas de manche et le poignet donc du côté non préformé, bord à bord et endroit contre endroit. Donc j'ai repéré le milieu de ma manche aussi. Donc hop, j'assemble les milieux et je vais positionner les bords de la fente au niveau des repères là qu'on a fait sur le poignet. Donc voilà, on a le bord de notre fente là qui se retrouve au niveau du repère. Et je fais ça aussi de l'autre côté. Maintenant que mon poignet est positionné sur mon bas de manche, on va froncer le bas de manche. Au moment où je positionne mon poignet, je vérifie que l'emplacement avec les boutons se retrouve du côté où se trouve la couture d'assemblage de la manche, donc sur l'arrière de la manche, et le repère de la boutonnière se retrouve sur l'avant de la manche. Maintenant que j'ai fait ça, je vais froncer le bas de manche pour que la longueur corresponde à la longueur du poignet
et je vais répartir uniformément les fronces et épingler. Une fois que la longueur de mon bas de manche correspond à la longueur de mon poignet, je fixe la longueur en bloquant les fils de fronce. Je fais un petit 8 autour de l'épingle. Donc voilà, j'ai fait ça pour chacune des manches. Maintenant que c'est fait, je vais fixer le poignet au bas de manche avec une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc les marges de couture latérales du poignet sont toujours ouvertes. Je débute la couture au bord de la fente. Je commence et je termine par un point d'arrêt. Donc voilà, j'ai réalisé la couture d'assemblage. J'ai rabattu et écrasé la marge de couture vers le poignet. Donc là, il y a plein de fils, c'est encore les fils de fronce. J'ai pour habitude de laisser les fils de fronce vraiment jusqu'au dernier moment. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va replier le poignet sur lui-même, endroit contre endroit, sur le pli du poignet qu'on avait préformé. Donc là, on va à l'encontre de ce pli. Pour m'aider, faire quelque chose de précis, j'ai repéré le pli avec du stylo friction. Donc je place bien les bords de mon poignet bord à bord et j'épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais réaliser une piqûre d'assemblage là sur les côtés du poignet. Donc je pique à 1 cm du bord d'un bout à l'autre. À noter que vous avez un petit décalage entre le poignet supérieur et le poignet inférieur. Le poignet inférieur déborde de 3 mm par rapport au poignet supérieur. Et ça, c'est normal puisque, rappelez-vous, on a fait un repli de 7 mm de ce côté-là, alors que là, on a cousu à 1 cm. Et ce petit décalage est normal, il va nous être utile au moment où on va réaliser la dernière couture d'assemblage du poignet. Donc les coutures d'assemblage des côtés des poignets sont réalisées. Alors à noter que la couture d'assemblage passe vraiment au ras de la fente à cet endroit-là. Et là maintenant, ce qu'on fait, on crante les angles. On fait attention de ne pas couper la couture. Et une fois qu'on a cranté les angles, on peut retourner. Donc pour faire ressortir l'angle, soit j'utilise la pointe des ciseaux, mais j'y vais très précautionneusement pour pas casser l'angle. Sinon, on peut utiliser un outil spécial pour retourner les angles. C'est moins tranchant, ça évite de faire des bêtises. Voilà, une fois le poignet retourné, là je peux écraser au fer à repasser. Et il nous reste la couture d'assemblage de l'intérieur du poignet à réaliser. Donc j'ai écrasé mes coutures au fer. Et là, on a notre poignet intérieur qui vient se positionner par-dessus la couture d'assemblage qui a été réalisée précédemment. Donc là maintenant, pour fixer l'intérieur du poignet, soit vous réalisez une couture invisible à la main, soit on peut la réaliser à la machine à coudre. Donc pour ça, sur l'endroit de la manche, on va réaliser une ligne de couture dans le sillon de la couture d'assemblage manche-poignet. Et pour réussir cette couture, il va falloir bâtir. Donc soit on bâtit avec un fil de bâti, c'est le plus précis. Vous pouvez aussi épingler. Mais dans tous les cas, la réussite de l'assemblage à la machine à coudre dépendra de la précision de votre épinglage ou de votre bâti.
Donc j'ai réalisé la couture d'assemblage de l'intérieur du poignet à la machine à coudre. Donc là vous voyez l'intérieur, j'ai encore les fils de bâti et voilà l'extérieur. Donc sans les fils de bâti et en ayant enlevé les fils de fronce, voilà ce que ça donne sur l'extérieur et sur l'intérieur. Donc là maintenant il nous reste à réaliser les boutonnières sur les marquages et positionner le petit bouton. Les boutonnières et les boutons sont cousus, donc il me reste à ouvrir les boutonnières. Pour ça, j'utilise un ouvre-boutonnière. Je préfère ça que le découvite avec lequel on risque de couper les fils des extrémités, même si certains utilisent une épingle. Il y en a qui placent une épingle, hop, sur l'extrémité de la boutonnière avant de la fendre pour éviter de couper les fils des extrémités. Moi, j'aime bien cet outil-là. Donc, il faut l'utiliser avec le tapis de coupe en dessous. Voilà. Et une fois que la boutonnière est ouverte, j'utilise de la colle anti-effilochage. Donc, on en dispose vraiment un tout petit peu là au milieu de la boutonnière et ça évite que le tissu s'effiloche. Donc là, on laisse bien sécher avant d'insérer le bouton. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de la couture de votre blouse Myrtille. Donc il vous reste maintenant à éplucher votre ouvrage, c'est-à-dire à découper les petits fils de couture qui peuvent encore dépasser et si vous ne l'avez pas fait au fur et à mesure, à enlever les fils de fronce, les fils de bâti qui pourraient être encore visibles et à rentrer les fils de surjet, notamment au niveau de l'emmanchure. Une dernière chose à faire, c'est la gestion du décolleté. Donc il faut savoir que le décolleté de Myrtille est un décolleté qui aura tendance à s'ouvrir, à bâiller un peu quand vous allez bouger et donc à laisser entrevoir soit vos sous-vêtements, soit votre body. Donc soit vous êtes à l'aise avec ça et c'est parfait, soit si vous voulez un décolleté un petit peu plus sage, il va vous falloir placer un point. Donc vous portez votre blouse, vous positionnez les pans de devant tels que vous souhaitez les voir tomber. Donc on fixe avec une petite épingle et vous n'avez plus qu'à coudre un petit point pour fixer les pans de devant. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'aide au montage de Myrtille. J'espère que les explications auront été claires et qu'elles vous seront utiles. Je vous souhaite bonne couture et je vous dis à bientôt chez Letty et Léa.